All rise. Oui, vous l'avez. Please be seated. Voulez-vous asseoir? Yes, Mr. Edwards. La juge présidente, oui, Maître Edwards. Maître Edwards, bonjour, mesdames les juges. Bien, les topics dont Madame Matteo et moi-même allons parler au cours du reste de la journée d'aujourd'hui et probablement un peu demain couvrent essentiellement 5 domaines. Et je vais commencer par vous parler de questions concernant la crédibilité de certains des témoins les plus importants du bureau du procureur. Madame Matteo répondra ensuite aux observations et aux éléments du bureau du procureur concernant les allégations de persécution. Et je vais ensuite couvrir les 3 crimes principaux, la base criminelle à Kodum, Bandizi, Moukjar et Delage. Et je vais essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure que j'avance, autant que possible. La juge présidente, si vous me le permettez, c'est quelque chose qui est ressorti à la fin du discours de Maître Lauchi. Il a parlé au rate of knots, et j'ai vu votre conseil opiner du chef, et je pense que pour les interprètes français et arabes, il serait bon de vous demander de ne pas aller aussi vite, notamment lorsque M. Lauchi donne une réponse à une question, quelle qu'ait été la question, parce qu'il a fallu que je revienne dans le transcript en arrière pour revoir un peu de quelle question il s'agissait. Maître Edwards, Madame Nina Guillot derrière moi, elle me rappellera à l'ordre. Question. Il y a eu des témoins de l'accusation dont la crédibilité n'a pas été contestée par la défense, et d'autres témoins, des témoins oculaires, il y en a eu quelques-uns, ont fait l'objet de contre-interrogatoires sur la base du fait qu'ils s'étaient probablement trompés légèrement par rapport à ce qu'ils ont vu ou entendu, plutôt que sur la base du fait qu'ils avaient menti. Il y a eu néanmoins un certain nombre de témoins importants de l'accusation qui ont été contre-interrogés au motif qu'ils étaient venus pour dire des mensonges et non pas la vérité. Et ils ont comparu devant vous, mesdames les juges, pour mentir, dire des mensonges sur ce qu'ils savaient de M. Abdelrahman lorsqu'ils ont suggéré que M. Abdelrahman était également connu sous le surnom d'Ali Kouchaïb, et également concernant ses actes et son comportement en 2003 et 2004. Des questions de fiabilité ou de crédibilité des témoins du bureau du procureur sont traités en détail dans notre mémoire de clôture. Mais je commencerai par faire quelques remarques liminaires, tant pour vous, mesdames les juges, que pour le public, si vous me le permettez, concernant la crédibilité d'un témoin, parce que c'est quelque chose de réellement important dans ce cas. Dans les procédures pénales, tout élément venant à l'appui d'une accusation doit être prouvé par l'accusation. C'est à l'accusation qu'incombe la charge de la preuve. La défense n'a rien à prouver. De toute évidence, lorsque elle est confrontée à des accusations sérieuses et graves, il est important pour la défense d'essayer au moins de mener ses propres enquêtes et, si possible, de présenter des éléments de preuve pour réfuter les dossiers de l'accusation. Mais en droit, la défense n'est pas tenue de le faire. Monsieur Abdelrahman, sa défense aurait pu tout simplement s'asseoir ici jusqu'à la fin de cette présentation des arguments de l'accusation et dire au juge de cette chambre que nous n'avons pas l'intention de présenter nos moyens. Et il convient de répéter et de souligner aujourd'hui, comme on le ferait dans n'importe quel procès, mais dans une affaire jugée par un ensemble de juges, un collège de juges très expérimenté, que la norme d'administration de la preuve est élevée. Pour condamner un accusé, il faut être convaincu de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Dans certaines juridictions, ceci est exprimé comme étant l'obligation faite au juge d'être sûr de la culpabilité d'un accusé. Et ce sont là les principes les plus fondamentaux
d'un procès et que l'on retrouve à l'article 66 du statut de Rome. Et lorsque vous vous retirerez pour réfléchir à votre décision dans cette affaire, nous vous demandons, avec tout le respect qui vous est dû, de vous assurer que le fardeau et le niveau de la preuve restent entre vos mains. Mais nous sommes confiants que vous agirez ainsi. Et la Chambre de première instance dispose d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité du témoin. Et vous accorderez le poids approprié à ces éléments de preuve individuellement et également à ces éléments de preuve pris dans leur ensemble. Vous pouvez vous baser sur toute une série de facteurs en vous penchant sur les questions de la fiabilité et de la crédibilité, y compris la corroboration, l'absence de corroboration, l'implication personnelle du témoin dans les événements. S'il peut y avoir des risques d'auto-incrimination, des problèmes également concernant un biais ou une animosité envers un accusé, ou d'autres motifs pour ne pas dire la vérité. Et vous vous pencherez également sur la cohérence, la contradiction interne, à l'interne et dans les éléments de preuve des témoins, et vous garderez à l'esprit, dans la mesure du possible, des questions telles que l'attitude du témoin pendant son interrogatoire, son comportement. Et tout ceci sont des choses qui peuvent avoir un impact sur le poids que vous accorderez à la déposition d'un témoin et à ces éléments de preuve. Et au point 31 dans notre liste d'autorités de pouvoir que j'ai cité dans l'affaire de Gujolo le 27 février 2015, et au paragraphe 168, je vais paraphraser ce qui figure dans le paragraphe 168, la déposition de témoins à l'égard duquel la Chambre de première instance peut émettre des réserves quant à ses crédibilités peut être invoquée dans la mesure où elle est corroborée par d'autres éléments de preuve fiables. Cependant, il se peut qu'il y ait des témoins dont la crédibilité soit mise en doute à un tel point que l'on ne peut s'y fier, même si d'autres éléments de preuve viennent corroborer une partie de sa déposition. Et c'est la fin de cette phrase que j'ai paraphrasée. Même une approche holistique de l'ensemble de la preuve ne peut effacer un manque important d'honnêteté de certains témoins. Il y aura des cas où même l'adoption d'une approche holistique ou s'en approcher ne pourra pas être utilisée pour résoudre les problèmes d'absence de crédibilité ou de fiabilité des témoins. Et nous disons que ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de témoins qui sont venus pour être ce qu'on appelle des témoins de l'intérieur. On les décrit ainsi de façon générale. Et il y a également un certain nombre de témoins, 7 je pense, des témoins de l'accusation, qui, nous le disons, doivent faire l'objet de beaucoup de précautions lorsqu'on les approche en raison des mensonges qu'ils ont pu raconter dans d'autres procédures juridiques, et je parle de procédures d'asile plus particulièrement ici, et nous disons que ceci jette un doute sérieux sur leur crédibilité de manière générale. Vous avez soulevé cela en tant que question, mesdames les juges, pour nous. Il s'agit de la question 24 de la Chambre, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là où les témoins ont fait preuve de manque de crédibilité est quelque chose qui est vraiment mis en avant dans les situations où leur témoignage est la seule preuve apportée à un point de vue en particulier. Et nous disons que lorsque les témoins les moins crédibles ont offert des éléments de preuve non corroborés d'un événement dans
la thèse de l'accusation, pardon, les juges devraient rejeter ces preuves. Soyons clairs, je ne laisse pas entendre que la corroboration est une exigence en droit. Ce n'est pas une exigence lorsque l'on évalue les dépositions de certains témoins ou de tous les témoins. Dans certaines juridictions nationales, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas dans cette cour. Mais une chambre de première instance ici peut considérer que dans les circonstances spécifiques de l'espèce, la corroboration de la déposition d'un témoin en particulier ou d'une partie de celui-ci, de partie de celle-ci, est nécessaire pour que la chambre soit convaincue de sa fiabilité et de la crédibilité des éléments de preuve. Et ce point ressort très clairement dans l'arrêt Kilolo, qui est le point 35 dans la liste des autorités, paragraphe 1084. Dans les minutes qui suivent, je vais faire des présentations concernant la crédibilité des preuves et de la déposition de deux témoins clés concernant Koudoum et Bindisi, en commençant par le père 0878. Il s'agit là d'un témoin qui n'était nullement un témoin impartial, neutre et objectif, et il était venu devant la cour pour faire de son mieux, pour donner un compte-rendu honnête de ce qu'il avait vu et entendu. Vous vous souviendrez, mesdames les juges, qu'il a fait preuve d'une animosité profonde envers M. Abdelrahman. Et vous vous souviendrez également que le conseil principal a même dû déposer plainte auprès de vous, mesdames les juges, concernant non pas son animosité, mais son agressivité, son comportement agressif à l'encontre de l'accusé. Il serait difficile, disons-nous, de penser à un témoin moins mesuré, moins modéré que celui-ci. Et il s'agissait d'un témoin dont le seul objectif, en comparaissant devant la cour, était de prendre un couteau et de l'enfoncer, et de le tordre, et de le tourner. Son objectif était de détourner l'attention de lui-même et de sa propre responsabilité criminelle évidente dans les événements de Koudoum et de Bindisi. Son témoignage et sa déposition doivent être traités avec grande prudence, et ce pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il était clairement un témoin complice coupable lui-même, non pas un complice de M. Abdelrahman, mais un complice des meurtriers de Jean Jaouid à Koudoum et à Bindisi. Nous ne disons pas que le simple fait qu'un témoin soit complice fait que son témoignage ne doit pas être pris en compte. Ce n'est pas que ce que dit le témoin n'est pas fiable, mais il est toujours important de se pencher avec prudence sur les circonstances où un élément de preuve de complice, où il y a une déposition de témoin complice. Et je m'appuie ici sur l'arrêt d'appel Kilolo, paragraphe 1531 et 1535. Et dans l'appel de Ntaganda, il s'agit donc du paragraphe 734 et il s'agit des points 35 et 37 sur notre liste. Mais ceci démontre sans l'ombre d'un doute que son témoignage est si peu fiable qu'il doit être ignoré complètement. Et c'est le fait qu'il a de manière malhonnête nié avoir eu une responsabilité pénale. C'était un complice qui, de manière malhonnête et invraisemblable, a nié être complice. Et il y a un certain nombre d'éléments dans son témoignage qui provenaient de lui et de lui seul. Et c'est ce témoin qui, de façon mémorable, a décrit les Janjaouides poursuivant les hommes et les femmes, tout comme un chien poursuit un lapin ou un animal sauvage poursuit sa proie.
Au paragraphe 110 de son mémoire, l'accusation déclare que le gouvernement avait fourni de la nourriture pour les chevaux des janjaouides et des téléphones à Thuraya, citant comme seule source le témoin P878 comme source de cette preuve. Et de même, lorsque l'accusation dans son mémoire affirme que Ali Kouchaïb était le commandant des Aguides et des Oumda présents à Koudoum et à Bendisi, que le P878 a vu Ali Kouchaïb souffler dans son sifflet pour convoquer 15 à 20 de ses aguides pour leur donner des ordres. Et l'a vu également passer outre leurs objections, et il s'agit du paragraphe 154 du mémoire de l'accusation. Il ne cite que le P078. Le P0878 est le seul témoin qui témoigne avoir vu Ali Kouchaïb faire référence à une grande fête organisée à Garcila par le gouverneur Jafar Abdal Hakam, et que par la suite, la nouvelle direction que nous prendrons sera décidée pour que nous puissions poursuivre notre programme. Paragraphe 175 du mémoire de l'accusation. Et c'est le P0878 qui est la seule source des références de l'accusation selon laquelle Ali Kouchaïb a donné des ordres à l'officier à Sabala au paragraphe 356 et 193. Et de même, en arrivant à Niala, l'ordre donné aux soldats d'avancer ou d'aller vers les villages, l'ordre qui a été donné à Sabala d'accompagner, est la seule source, provient d'une seule source, le P878, qui est un témoin très important pour l'accusation, mesdames les juges, et cependant qui n'est pas digne de confiance et qui est invraisemblable. Pour ce qui est de la question du viol, et j'en viendrai au viol un petit peu plus tard, mais vous vous souviendrez, mesdames les juges, que dans la soirée, après le premier jour de l'attaque de Koudoum et Bendisi, Ali Kouchaïb aurait félicité les Aguides sous son commandement, et vous vous souviendrez des termes qu'il a employés, à savoir qu'ils avaient donné une leçon à l'ennemi, leçon que l'ennemi n'oubliera jamais. Les éléments de preuve établissant que Ali Kouchaïb avait réprimandé à Sabala qui avait pris trop de temps dans la tâche qui lui avait été assignée, le paragraphe 371 du mémoire de l'accusation. Et il y a tellement d'exemples que je pourrais citer, et je ne vais pas prendre trop de temps pour cela, mais au paragraphe 353 du mémoire de l'accusation, Ali Kouchaïb a dit « Je tuerai qui je veux et je laisserai qui je veux laisser ». Il n'y a qu'une seule source à ce témoignage, qui est toujours le P878. Au paragraphe 438 de notre mémoire, nous traitons de la preuve selon laquelle le témoin P878 a entendu ce qui aurait été dit, c'est les paroles de Haroun lors d'une réunion publique. Si vous ne rendez pas la propriété, les biens, vous serez tués, vous serez violés. Ceci figure dans le mémoire de l'accusation au paragraphe 388.
Mais chose importante, le P878 était le seul témoin à avoir témoigné, à avoir entendu ces paroles. Pourquoi est-ce que cela est si important? Vous vous souviendrez, mesdames les juges, que vous êtes pas mal reposé, enfin, vous êtes basé sur ces termes qui ont été employés en public en la présence d'Ali Kouchaïb. Lorsque on a constaté que l'on pouvait dire qu'il avait une connaissance préalable des viols qui seraient commis à l'avenir. Le P878, le seul témoin, et cela n'est corroboré par personne d'autre. Et de même, au paragraphe 389 du mémoire de l'accusation, le 878 est le seul témoin à avoir témoigné, avoir entendu un dirigeant des Janjaweed discuter des actes qu'ils avaient commis ce jour-là à l'encontre de femmes. Et il parlait de sa perception des femmes dans ces villages et de la façon dont elles avaient été agressées et violées. Nos contestations du témoignage de P878 en tant que témoin de l'intérieur et complice sont exposées en détail au paragraphe 117 à 120 de notre mémoire et nous ne répéterons pas ces observations ici. Mais ce n'était pas un témoin crédible. C'était un témoin à qui l'on pouvait faire confiance et qui ne disait pas la vérité. Et tous ces témoignages non corroborés, nous vous demandons de les rejeter d'emblée. Un autre témoin important des événements de Koudoum et de Bendissi est le P921. Lui également est dépourvu de crédibilité, tout comme le 878. C'est un complice, un homme qui avait du sang sur ses propres mains. Et nous avons donc contesté sa crédibilité au paragraphe 122 à 125 et 386 à 398. Un autre témoin dont l'intérêt en venant témoigner devant votre tribunal, mesdames les juges, n'était pas de dire la vérité, et non plus de fournir un compte-rendu honnête et objectif de ce qu'il avait vu et entendu. Il a témoigné essentiellement pour gagner de l'argent. Nous disons qu'il a appâté l'hameçon avec une histoire totalement fausse sur Ali Kouchaïb, qui aurait été chef des Janjaweed. Il a lancé sa ligne et l'accusation a avalé. Le 921 savait parfaitement, lorsqu'il a pris son premier contact avec l'accusation, qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre M. Abdelrahman sous le surnom Ali Kouchaïb. Et ses dénégations à ce propos étaient tellement maladroites, peu convaincantes, mais plus encore que tout, elles étaient malhonnêtes. Étant donné les doutes très réels quant à sa véracité et la véracité de son témoignage, ce qu'il a dit sur son implication, sur ce qu'il a vu et entendu concernant Ali Kouchaïb dans les événements de Koudoum et de Bendissi, doit être traité avec prudence et avec beaucoup de prudence et de doute. Tout ce que le témoin, tout ce dont il est le seul témoin doit être abordé avec beaucoup de scepticisme, car il ne mérite aucun bénéfice, aucun doute. Il ne peut bénéficier d'un doute. Et par exemple, le P21 cité comme source de preuve de meurtre à Nierli, il est cité comme source de preuves de meurtre à Nierli, y compris le fait d'avoir jeté des personnes, dont des enfants, dans des maisons en train de brûler. Et ceci se trouve au paragraphe, par exemple, 274 et 366 du mémoire de l'accusation.
Et ensuite, dans Kodum, au paragraphe 275, il aurait vu Ali Kouchaïb ordonner à ses forces de tirer sur 64 civils enchaînés, y compris des femmes et de jeunes enfants. Mais il aurait également vu Ali Kouchaïb lui-même tirer sur des gens. Je m'arrête simplement pour indiquer que ces preuves de Ali Kouchaïb ordonnant de tirer ou tirant sur des femmes et de jeunes enfants est tout à fait incompatible avec des témoins qui ont déclaré que Ali Kouchaïb avait ordonné que les femmes ne soient pas tuées. En ce qui concerne les preuves de viol, et je voudrais rester en audience publique, et je vais prendre un petit peu la tangente pour l'expliquer, mais au paragraphe 332, vous avez entendu parler d'une aide, de certaines aides que le P921 dit avoir fournies. Il est le seul témoin à en parler. C'est commode, penserez-vous. Ce n'est pas un élément de son témoignage qui peut facilement être corroboré. Et bien entendu, cela ne l'a pas été. Et nous soutenons que c'est quelque chose d'inventé, sachant qu'il serait extrêmement difficile de contester un élément de preuve comme celui-ci qui n'est pas corroboré, tout en sachant exactement que cela le faisait voir sous un bon jour. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire cela? Eh bien, pour contrebalancer les autres preuves qui auraient démontré sa propre culpabilité pour certains crimes à Koudoum et Bendisi. Certaines de ces dépositions sur les événements de Koudoum et Bendisi ont été corroborées par d'autres témoins. Ça, nous l'acceptons. Mais les principaux témoins oculaires de la prétendue implication d'Ali Kouchaïb dans les crimes qui auraient été commis sont tous aussi mensongers les uns que les autres. Les deux témoins dont j'ai parlé, et également le témoin sous le code 1021, sont tous des témoins très malhonnêtes et nous l'indiquons dans notre mémoire. Je vous donnerai les références dans un instant, mais les paragraphes dans notre mémoire portant sur la crédibilité du P1021 également, tous avaient de bons motifs pour mentir sur la responsabilité d'Ali Kouchaïb et tous avaient de bonnes raisons de vouloir désespérément se détacher de leur propre culpabilité et de détourner l'attention en mettant le blâme sur une personne qui avait déjà été arrêtée et qui était déjà présente. Je vais maintenant me tourner à Koudoum et Bendisi pour certains témoins dont le témoignage n'est pas crédible concernant les événements à Moukchar et Bendisi, et je vais commencer par le P905. Le témoin qui se trouve être absolument partout. Un témoin qui a tout vu, toujours au bon endroit, au bon moment. Les questions relatives à sa crédibilité sont traitées et abordées dans notre mémoire au paragraphe 33 de 136. Et vous vous souviendrez peut-être de son comportement et de la façon dont il était clairement différent lors de son contre-interrogatoire par rapport à la personne ouverte qu'il était au moment de son interrogatoire principal par l'accusation amicale. Je ne dis pas cela pour critiquer l'accusation, mais dans son esprit, ils étaient de son côté, il était de leur côté. Et vous vous souviendrez que c'était le témoin qui a montré la vidéo d'Aqsa Amsa montrant des membres des forces armées soudanaises en train de chanter. Et en dépit de tout ceci, il a persisté dans son témoignage mensonger en disant que c'était un slogan qui était propre à Ali Kouchaïb et aux janjaouides.
Nous penchons également sur la crédibilité du P905 au paragraphe 456 et 464. Et l'accusation a tenté d'expliquer sa crédibilité dans son mémoire au paragraphe 187 à 232, expliquant ces éléments incohérents dans son témoignage. Ils ont essayé de le faire en faisant référence à des caractéristiques qui lui sont personnelles et je ne vais pas entrer dans ces détails maintenant parce que je voudrais rester en audience publique. Ils font référence à des protestations selon lesquelles il avait peur à ce moment-là, au moment où il était avec Ali Kouchaïb à Moukjar. Mais ces explications sont démenties clairement par le fait que lorsqu'il a eu la possibilité de prendre ses distances après avoir vu ce qu'il avait vu à Moukjar et qu'il avait eu la possibilité de fuir, il ne l'a pas fait, il est resté. Et c'est effectivement est resté avec des criminels et est venu déposer sur les événements à Delhi. Mais il a également donné un témoignage hautement incriminant qui n'a pas été corroboré par d'autres témoins. Dans le mémoire de l'accusation au paragraphe 188, le témoin a parlé de Kouchaïb donnant des ordres directs à un sergent d'état-major des forces armées soudanaises. Et c'est un élément de preuve essentiel pour l'accusation. Ils se sont basés dessus pour prouver le pouvoir de Kouchaïb à donner des ordres aux membres des forces armées du Soudan. C'est le seul témoin qui a été cité par l'accusation, déposant sur les événements mentionnés au paragraphe 25 du mémoire de l'accusation. Et un autre exemple qui montre que cet homme se trouve absolument partout et avait tout vu. Il a tout entendu, tout vu, et tout ceci est extrêmement commode, je dirais. Il est seul témoin mentionné par l'accusation à déposer sur un incident au cours duquel 5 hommes capturés ont été amenés devant Ali Kouchaïb et on lui a demandé pourquoi vous me les avez amenés. Je ne vous ai pas demandé d'amener les gens, je vous ai demandé d'exécuter les opérations et ils ont été donc emmenés et tués. L'ordre de Ali Kouchaïb disant à ses forces, chaque fois que vous rencontrez un homme, vous devez le tuer. Et c'est un témoin important pour l'accusation pour établir le rôle de Ali Kouchaïb, ses responsabilités et le pouvoir sur ces hommes que de leur donner des ordres. Mais, une fois de plus, cela n'est pas corroboré pour la plupart de sa déposition, pour une grande partie de sa déposition. Et vous vous souviendrez, mesdames les juges, qu'il y avait un seul témoin qui a demandé à avoir la possibilité d'être habillé correctement avant d'être tué. Ceci est indiqué au paragraphe 433 du mémoire de l'accusation et paragraphe 227 du mémoire des représentants légaux des victimes. Le seul témoin, et cela n'est pas corroboré, et le seul témoin à avoir témoigné sur un événement mémorable et terrible, et je voudrais rester en audience publique, donc je ne serai pas très claire, on y fait référence dans les mémoires de l'accusation au paragraphe 436, 454, 455, 488, et lorsque vous lirez ces paragraphes, mesdames les juges, vous comprendrez exactement de quoi je parle. Mais c'est le seul
témoin discrédité, essentiellement partiel et hostile, et profondément hostile, il a été le seul témoin de tout ceci. Nous disons que le 905 était si désespéré de voir quelqu'un, et toute figure, tout personnage d'autorité soudanais, toute personne associée au bourreau de la population Four, condamnée et punie par cette cour. Il se trouvait que cette personne se trouve être M. Abdelrahman. Et c'est la raison pour laquelle il a été ciblé par le P905. Le P129 a également témoigné des événements survenus au poste de police de Moukjar. Une bonne partie de sa déposition est non corroborée. Au paragraphe 234 et 237, dans son mémoire, l'accusation fait référence à son témoignage uniquement à l'appui de certains termes désobligeants et insultants utilisés par Ali Kouchaïb à l'égard des détenus de Moukjar, comme par exemple fils de chien, Nuju, Abid. Un élément remarquable dans le témoignage du P129 a été qu'il a dit qu'il ne savait pas en fait ce que signifiait Abid, et nous disons que ceci remet en question la possibilité qu'il se soit même souvenu de ce terme par la suite, puisqu'il ne le connaissait pas. Et il était le seul témoin à avoir parlé de l'insulte. Je ne sais pas comment on le prononce, Magus, adorateur du feu. Bien que nous notons que l'accusation ne s'appuie pas sur ces éléments de preuve dans leur mémoire. Dans son mémoire, pardon. Pendant au moins 2 jours, 177 hommes au moins, principalement des hommes à fourrure, des hommes, furent, dont environ 7 enfants âgés de 8 à 12 ans étaient détenus au poste de police de Moukjar. Et l'accusation l'indique au paragraphe 416 de son mémoire. Il s'agit du témoignage du P129 concernant des enfants âgés d'à peine 8 ans, sur lesquels ils sont basés, bien que ceci n'ait pas été corroboré par d'autres témoins. Et tout comme ce qu'il a dit concernant le fait qu'Ali Kouchaïb aurait blessé un jeune garçon de 8 ou 10 ans qui était assis près de l'Oumda Yahya Ahmed Zarouk en le frappant sur la tête avec le bout tranchant de sa hache, au paragraphe 422. Et nous soutenons qu'une agression aussi brutale et horrible sur un jeune garçon est quelque chose dont on se souvient. C'est une des brutalités dont on se souvient le plus et qui se serait produite à Moukjar. Il est donc remarquable que le 129 soit le seul témoin à en avoir parlé. C'est un détail anodin qui a peut-être échappé à l'attention de certains témoins. Il se peut que l'accusation dirait qu'avec le temps qui est passé, certains éléments échappent à la mémoire. Certains souvenirs s'effacent dans la mémoire des témoins, et ça nous le comprenons, mais nous disons qu'une agression comme celle-ci contre un enfant de cet âge ne peut pas s'inscrire dans cette catégorie, et nous disons que sans corroboration, et en l'absence de corroboration, l'approche de la chambre de premier instant doit être très prudente. Et c'est ce témoin, le témoin 129, qui a témoigné du fait que Kouchaïb a frappé le cheikh Abdelrahman Hassan à la tête avec sa hache en le blessant grièvement. Il a également frappé le docteur Oumda Mohamed Oumar Ahmad Zarouk ainsi que le cheikh Ahmad Mohamed Barbaï, qui sont mentionnés au paragraphe 420. Donc il s'agit du seul témoin cité par le bureau du procureur à mentionner cela. Et cela n'a pas été corroboré et, à notre avis, il s'agit
d'éléments de preuve qui devraient être traités avec grande prudence. Le témoin P877 était donc un témoin à Mukjar. Nous avons fourni des observations écrites sur la fiabilité de son récit au paragraphe 490 à 493, 502, 503 et 520, et je ne vais pas répéter ces informations. Mais il y a un aspect de son témoignage abordé par le bureau du procureur dans son mémoire au paragraphe 471 et 472 qui traite du récit de P877 selon lequel il est allé voir Ali Kouchaïb à sa pharmacie quelque temps après sa libération. Et nous avançons qu'il s'agit d'un récit qui manque de toute vraisemblance. Alors, il pourrait être possible, il se pourrait que par curiosité, animé du désir de connaître la vérité, par désir d'aller voir la personne responsable de sa détention et de ses mauvais traitements, alors, nous acceptons donc qu'il aurait pu aller voir le propriétaire de cette pharmacie pour voir si les rumeurs étaient vraies et pour voir si son bourreau était propriétaire de cette pharmacie. Mais par contre, ce qui nous semble tout à fait invraisemblable est que le témoin ait eu si peu de considération pour sa propre sécurité et pour aller se jeter en quelque sorte dans la fosse aux lions et pour parler avec le suspect, avec Ali Kouchaïb, pendant 5 minutes. Nous avançons que cela n'est absolument pas plausible, que le danger d'être reconnu aurait été beaucoup trop important. Alors, il s'agit donc d'un acte si téméraire, si imprudent, si inutile que l'on ne peut véritablement pas accorder de crédibilité à ce qu'il a dit. Et cela n'a pas été corroboré. Cette déposition n'a pas été corroborée, bien entendu. Et le fait est que ce récit manque de crédibilité et il jette un doute important sur l'intégralité de la déposition et du récit du témoin P877. Et ce doute porte justement sur le danger de la contamination de son témoignage avec les récits d'autres témoins. Si l'on pense notamment à la position importante du témoin P877 au sein de sa communauté. Je ne vais pas entrer davantage dans les détails, mais sa déposition exige absolument d'être corroborée. Et il n'y a pas de corroboration. C'est le seul témoin qui parle de ces événements par rapport à Mukjar. Et nous avançons que vous devriez être très circonspect avant d'accepter son témoignage. Alors, je sais que le temps passe assez vite, donc je vais sauter quelques passages. Alors, j'aimerais maintenant vous parler du témoin P931. Il s'agit d'un autre témoin de l'intérieur qui a parlé à propos des crimes de Mukjar, qui a démontré une animosité évidente envers M. Abdelrahman. Et nous expliquons cela dans les paragraphes 139 à 140 de notre mémoire. Et de surcroît, il s'agit d'un témoin qui s'est inscrit lui-même sur une liste, et une liste de volontaires de l'opposition, de volontaires rebelles. Et je veux dire que c'est l'élément opportun qui me permet de répondre à l'une de vos questions, la question numéro 25. Vous aviez dit que certains témoins de l'accusation ont un lien avec un mouvement rebelle et vous demandiez comment la Chambre devrait tenir compte de cet élément. Alors, j'aimerais réagir très rapidement à cela, si vous m'y autorisez. La juge présidente, vous dites que la Chambre devrait prendre cela en considération. La question que nous vous posions était comment est-ce que la Chambre devrait le faire. Alors, au paragraphe 173 de notre mémoire,
nous fournissons notre explication et nous faisons référence, Madame la juge présidente, à l'affaire Tolimir devant le TPY. Alors je vais citer, donc il s'agit du jugement, paragraphe 37, le témoignage de personnes qui ont participé à un conflit armé grave et très souvent teinté par les expériences et les attitudes émanant de ce conflit. La Chambre est consciente de la tendance générale des témoins associés avec une partie à un conflit à fournir des dépositions qui étaient leur point de vue ou leur intérêt perçu. Alors là, nous avons la situation suivante. Les rebelles sont partis au conflit contre le gouvernement du Soudan. Ils sont les ennemis du gouvernement du Soudan et le gouvernement du Soudan était leur ennemi. Donc vous avez chaque parti qui lutte contre l'autre et ils se sont tués et il est évident et inévitable que cela engendre une animosité entre les deux camps. Et ce que nous disons, c'est que cela doit être pris en considération lorsque vous avez un des camps, le gouvernement du Soudan, qui a agi, et cela nous l'acceptons, de façon particulièrement brutale. Et dans ce cas d'espèce, le niveau d'animosité doit être extrêmement élevé. Et il y a donc une tendance, c'est la nature humaine qui est ainsi faite. Il y a donc une tendance pour les témoins qui fournissent des éléments de preuve, qui placent l'ennemi sous un jour extrêmement négatif. Et la tendance est que le côté qu'ils soutiennent sont présentés de la façon la plus positive possible. Et donc, nous pensons que c'est un paramètre pertinent que vous devez prendre en considération, mesdames les juges, car cela peut avoir une incidence sur leur objectivité et cela peut avoir un impact sur leur déposition, ni plus ni moins. Alors, je vais maintenant m'intéresser aux témoins des crimes de Delege. Vous avez le témoin P643, un témoin associé à un parti politique, un témoin important, un témoin qui parle du fait que M. Abdelrahman est identifié comme Ali Kouchaïb. Et l'accusation cite le témoin en question au paragraphe 12 à 15 et Maître Laouchi abordera la question plus en détail demain. Alors, la défense aborde les questions de sa crédibilité dans notre mémoire. Mais je le mentionne ici pour rappeler qu'il avait une association assez étroite avec une autre personne, qui est le témoin P878. Alors, ses liens avec ce témoin, le P878, qui est un témoin extrêmement hostile, malhonnête, ces liens entachent considérablement sa déposition. Vous vous souviendrez peut-être qu'il a donné son opinion à un moment donné. Il a expliqué pourquoi Ali Kouchaïb avait été nommé Aguid al-Oghada, parce qu'il était un officier de l'armée à la retraite et que de ce fait, il avait une bonne maîtrise de la guerre. Il s'agit du paragraphe 138 du mémoire de l'accusation. C'est le seul témoin qui donne cet élément de preuve et qui est cité par le bureau du procureur. Et j'aimerais également vous inviter, mesdames les juges, à prendre en considération la note de bas de page 498 du mémoire de l'accusation qui cite la transcription numéro 58. J'allais en donner lecture, mais je ne vais pas le faire. Donc, il n'y a absolument aucune preuve que Abdullah Rahman ait eu une quelconque expérience de commandement de la guerre. C'est cela l'élément important. Il n'y a aucune preuve qu'il ait eu la maîtrise des combats.
et la maîtrise de commandement pendant les combats. Il était un infirmier de terrain, il était assistant médical dans l'armée, c'est tout. Le témoin P643 se livre à des conjonctures absolument extravagantes, sans être absolument perturbé par le fait qu'il n'apporte aucun fait à ce sujet, et vous devez être extrêmement prudent. Et dans la même veine, d'ailleurs, je dirais que le témoignage du témoin P643 se fonde de façon considérable sur du oui-dire. Vous avez le paragraphe 556 du mémoire du bureau du procureur qui traite de ce qu'il a entendu au sujet de l'arrestation et de la mort de Genève. Et puis ensuite, vous avez le paragraphe 608, toujours du mémoire du bureau du procureur, qui traite de ce qu'il a entendu au sujet des décès d'Oumda Kindiri et d'Oumda Kamis. Et dans d'autres paragraphes, il est question de ce qu'il a entendu au sujet des meurtres à Adélaïgue. Et il a entendu parler d'un rapport rédigé à propos de ces meurtres. Alors nous vous exhortons, Madame la juge présidente, Mesdames les juges, à faire preuve d'une grande circonspection à propos de ce qu'il dit lorsqu'il apporte une preuve par oui-dire, parce que ce que nous avançons, c'est qu'il s'agit d'un témoin qui est tout à fait disposé à se livrer à des conjectures, mais qui n'est pas un narrateur fiable. Le témoin P994 était un témoin privilégié des crimes ou un témoin de l'intérieur des crimes de délègue. Nous disons qu'il ne s'agissait pas d'un témoin crédible. Nous avons présenté des écritures au paragraphe 566 à 568 et 151 à 153. Il s'agit encore une fois d'un témoin qui a manifesté ou démontrer une différence assez importante lorsque vous pensez à sa volonté à présenter son récit lors de l'interrogatoire principal et à ses réponses évasives lors de son contre-interrogatoire. Alors, ce qu'il a raconté pendant son contre-interrogatoire s'est transformé en une avalanche de « je ne sais pas, je ne sais pas ». On n'a absolument pu obtenir aucune réponse de ce témoin. Et je dirais qu'il ne s'agit absolument pas d'un témoin objectif, d'un témoin désintéressé, dont la seule motivation aurait été de venir à la cour et de dire la vérité. Il s'agit en fait du seul témoin à avoir affirmé qu'il a entendu Ali Kouchaïb dire à Oumda Kindiri, alors qu'il était détenu à Délège, c'est ton dernier jour sur Terre. Prépare-toi pour le jugement dernier. Paragraphe 543 du mémoire. Et en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été mentionné hier pendant l'intervention du procureur. Cela a été dit. Donc, il s'agit du seul témoin qui est cité par le bureau du procureur au paragraphe 551 de leur mémoire. Et il aurait dit... Il a entendu Ali Kouchaïb dire à Génif, « Génif, me reconnaissez-vous » Et Génif a répondu, « Vous êtes Ali ». Mais les sources qui sont citées à la note de bas de page 1788 n'étaient absolument pas cette affirmation. Et je vous inviterai à prendre en considération cela. Et j'aimerais parler maintenant d'un dernier témoin. Il s'agit du témoin P883. Alors, nos arguments quant à sa crédibilité, y compris ses contradictions et les incohérences avec d'autres témoins, se trouvent dans notre mémoire et commencent au paragraphe 145 jusqu'au paragraphe 148, puis 458 à 460 et 569 à 574. Le bureau du procureur ou l'accusation s'appuie abondamment sur ce qu'il a dit à l'appui de sa thèse. Mais vous vous souviendrez peut-être qu'il avait dit qu'il n'était tout simplement pas présent. Alors ce qu'il sait apparemment de Délège provient d'autres sources. Et pourtant, il a fourni un grand nombre de preuves non corroborées sur les antécédents. Et le
L'accusation le considère clairement comme un témoin important et lui accorde une grande confiance et accorde une grande confiance à son témoignage. J'en veux pour preuve le paragraphe 169. Il s'agit d'un récit relatif à une visite d'une délégation d'officiers de haut rang qui se rend à Délège et qui applaudissent le rôle joué par Abd al-Rahman, qui a su mobiliser les Janjaweed. Là, il s'agit d'un témoin qui se souvient d'un incident. Un incident qui s'est produit à un endroit donné et il observe Ali Kouchaïb qui remet son téléphone satellite Touraya à un collègue et cet acte, ce geste a suscité la contrariété de ce collègue parce que, en fait, Abd al-Rahman était en train de le mettre en contact avec son commandant. L'arrestation, la détention et la libération d'Oumda Kinderi, d'Oumda Kamis et de Génif et l'arrestation et la détention de Oumda Suleiman au paragraphe 522 sont cités seulement en relation avec ce témoin. Le témoin P883 est le seul témoin qui a suggéré que Ali Kouchaïb avait tué Génif sur un lieu d'exécution près des corps de Soja plutôt qu'au poste de police. C'est le seul témoin qui a attesté que l'opération Délège n'était pas sous le commandement et la supervision directe des forces armées soudanaises. Paragraphe 657 du mémoire de l'accusation. Il a expliqué que si la décision de mener une opération dans un village ou une zone était prise par les forces armées soudanaises, cette opération était menée par les Janjaweed sous le commandement d'Ali Kouchaïb, ce qui n'a pas été corroboré. Il est le seul à avoir témoigné au sujet de la réinhumation des personnes tuées à l'extérieur de Délège, environ 3 à 4 mois après les meurtres. Et nous avons présenté des écritures très précises au sujet du manque de crédibilité à accorder à la déposition du témoin P883. Mais en un mot commençant, il est remarquable de voir à quel point son témoignage est surtout un témoignage provenant de sources indirectes, de oui-dire, et qui n'est absolument pas corroboré. Puis-je m'interrompre une minute ? Mesdames les juges, je dois dire que nous avons présenté des écritures assez importantes et nous avons des arguments au sujet des demandes d'asile et nous avons préparé une présentation par PowerPoint qui est prête. Mais peut-être qu'il serait plus judicieux de la présenter demain. La juge présidente, ça, c'est pas de problème. C'était l'une de nos questions, la pertinence des demandes d'asile. Alors, comme je l'ai dit déjà 4 fois maintenant, et je le répète une fois de plus, tout ce qui émane des questions des juges, à savoir si vous avez des réponses à apporter aux questions des juges, faites-le si vous estimez que vous avez suffisamment de temps pour le faire, sinon nous le ferons à la fin. Maître Edwards, je pense parler également au nom de l'accusation et je dirais que vos questions étaient extrêmement utiles, car il est toujours très utile pour une partie de savoir quelles sont les réflexions des juges. Donc, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un exercice extrêmement utile. La juge présidente, je vous en remercie, mais la raison, en fait, elle émane de mon expérience. En tant que conseil, vous avez à un moment des juges qui vous posent des questions et vous êtes obligé, en fait, de demander un temps supplémentaire pour répondre aux questions le lendemain. Maître Edwards, ce qui est pire, c'est d'avoir en face de soi des juges qui sont silencieux, qui ne disent absolument rien et qui ne laissent absolument rien transparaître au sujet de ce qu'ils pensent. Donc, nous sommes reconnaissants.
La juge-présidente, très bien. Maître Edwards, eh bien écoutez, je pense que je vais m'intéresser à d'autres questions maintenant ou demain. Voilà, je pense que c'est une césure naturelle dans le fil de mon discours et je vais maintenant donner la parole à Maître Matteo. La juge-présidente, oui, je vous en prie. Je pense que c'est la première fois que nous allons entendre, me semble-t-il. Madame la Présidente, Mesdames les juges, j'adresserai seulement la question des crimes contre l'humanité en évoquant... Whoa. Oui. La juge-présidente, oui, 2 minutes. Il va falloir que vous ralentissiez. Je pense que vous avez vu les messages lorsque Maître Lauchi s'exprimait. Les interprètes n'ont pas réussi à tenir le rythme. Donc, essayez de parler lentement. J'adresserai seulement la question des crimes contre l'humanité en évoquant plus particulièrement certains aspects de la preuve quant à la connaissance et à la nature de la cible de la population civile, ainsi que la discrimination pour le crime de persécution. Votre Chambre devra déterminer si une attaque de grande ampleur était lancée contre une population civile au Darfour, Wadi Saleh, dans les localités de Moukjar en 2003, 2004, et en application dans la poursuite d'une politique d'État, telle qu'est prévue à l'article 7.2a du statut. La thèse du bureau du procureur est que les actes incriminés s'inscrivaient dans le contexte de cette attaque à caractère généralisé ou systématique contre une population civile. Pour que l'accusé soit reconnu coupable, il faut la preuve de la connaissance de la circonstance que ces actions s'inscrivait dans le cadre global de cette attaque conçue par la politique d'État. Votre jurisprudence y fait référence. Je vous renvoie notamment au jugement Katanga sur ce point. La chambre de jugement, la chambre préliminaire Katanga dans la confirmation des charges, et également le TPIR, le jugement Kaishema et Rodinana, paragraphes 133 à 134. Nous avons noté dans les numéros 29, 23 et 43 de notre liste de matériel. Le procureur allègue donc que la population civile était la cible de la politique d'État menée par les forces du gouvernement du Soudan en 2003 et 2004 avec le soutien des Janjaweed. Il infère l'objectif principal de l'attaque contre une population civile sur la base du nombre de victimes, la composition de la population et la façon dont les événements se seraient déroulés. C'est là au paragraphe 93 de son mémoire en clôture. À cette fin, il se base notamment sur nombre de localités qui ne font pas partie des charges. À chaque fois, dans les localités concernées directement par les charges, que ce soit à Koudoum, Bindissi, Moukjar et Délègue. Nous estimons que le procureur n'a pas apporté la preuve suffisante que M. Abdelrahman avait la position d'autorité ou de forte influence du seigneur leader Janjaweed, lui permettant d'interagir en connaissance dans la mise en œuvre de la politique d'État. La preuve au dossier nous a montré l'existence d'une hiérarchie, d'une organisation politique, militaire et administrative étatique clairement tracée. Toutefois, on glisse dans une certaine nébulosité lorsqu'il s'agit des liens de rattachement supposés existants entre l'accusé et le système de la politique mise en place par les forces armées globales du gouvernement du Soudan. Nous ne soutenons pas que le droit requiert que l'auteur soit membre officiel de l'appareil d'État. Mais la preuve versée ne suffit pas à conclure, au-delà de tout doute raisonnable,
que M. Abdelrahman était un chef militaire lié à l'apparitus et à sa politique. Il n'a pas été prouvé qu'il était un chef seigneur d'une milice identifiée, organisée, affiliée à cette politique. Au paragraphe 398 de son mémoire en clôture, le procureur soutient qu'à Moudjar, M. Abdelrahman aurait donné des ordres au commandant de la police de Moudjar afin d'arrêter et d'enregistrer les hommes en provenance de Sindou. Il ne se fonde que sur le témoin P0905, dont nous contestons la crédibilité. Et Maître Edwards vous en a parlé il y a un instant. Au paragraphe 481 de son mémoire, le procureur nous dit aussi que le témoin P984 aurait entendu Ali Kouchaïb dire à Torchen, le commissionnaire de Moudjar, la plus haute autorité locale, qu'il ne recevait d'ordre que du ministre Haroun. Lors du même événement, où les deux conversaient toujours, Ali Kouchaïb lui aurait alors ordonné de lui remettre des détenus pour les conduire à Zelingay. Un doute plus que raisonnable existe sur la crédibilité de ce témoignage, selon lequel la plus haute autorité locale, le commissaire Torchen, se serait soumis à Ali Kouchaïb. On ne peut croire qu'eu égard à la position hiérarchique du commissaire Torchen, celui-ci aurait pu être subordonné à Ali Kouchaïb. Et le bureau du procureur assène pourtant l'existence de cette autorité supérieure d'Ali Kouchaïb, mais son origine n'a été ni identifiée ni prouvée. Même en assumant qu'une politique d'État soit prouvée, le lien de rattachement et de connaissance que M. Abdelrahman et ou Ali Kouchaïb avec sa mise en œuvre n'est pas établi. Nous avons exposé dans nos écritures l'insuffisance de preuves crédibles, fiables, trop souvent contradictoires, pour tirer la conclusion, au-delà de tout doute raisonnable, que la personne appelée Ali Kouchaïb était présente à diverses réunions et discours, notamment en présence d'Haroun, lors desquels la politique d'État d'attaque contre les fours aurait été exposée. Nous vous renvoyons nos paragraphes 677 à 685 de notre mémoire en clôture. À Moudjar et à Délègue plus précisément, la défense soutient que le procureur n'a pas rapporté la preuve suffisante de la connaissance que l'accusé avait du fait que la population civile était la cible principale de l'attaque conduite contre la population majoritairement four et qu'elle se rattachait à l'attaque généralisée ou systématique plus globale et à la politique de l'État. Cela est également pertinent pour ce qui est de la cible du plan criminel poursuivi et allégué en coaction directe pour Moudjar et Délègue. La preuve au dossier suggère que, plutôt que la population civile majoritairement four, en fait, ce sont les personnes suspectées d'être rebelles ou de soutenir la rébellion qui était ciblée. Dans ces localités, il s'agissait, du point de vue des auteurs des arrestations et mises en détention, de conduire une opération spécifique sur les ordres d'autorités locales, en particulier les comités locaux de sécurité qui avaient identifié les suspects sur la base de l'information collectée par l'intelligence militaire. Nous vous renvoyons nos paragraphes 468, note de bas de page 1795 et 1796 de notre mémoire en clôture. Alors, la population civile désigne un collectif, par opposition à des civils pris individuellement. Le procureur doit prouver la qualité collective ciblée de la population dans ces localités. La Chambre de première instance dans l'affaire Bamba nous dit que, je cite, « L'accusation doit en fait établir que des civils ont été pris pour cible au cours de l'attaque en nombre
ou d'une manière permettant de convaincre la Chambre que l'attaque visait la population civile et non pas un nombre limité d'individus particuliers. La population civile doit être la cible principale et non incidente de l'attaque. Jugement de la Chambre de première instance, affaire Bemba, paragraphe 154. Numéro 33 de notre liste de matériel, voir également le jugement Katanga, paragraphe 1104, numéro 29 de notre liste. Alors, rattacher nécessairement des arrestations ciblées à une campagne plus large contre la population civile reviendrait à ignorer l'objectif premier de ces arrestations et mises en détention. C'était la contre-insurrection, qui consistait à mettre un terme à la rébellion dans la région. Ces circonstances spécifiques doivent également se refléter dans l'évaluation de l'état d'esprit des auteurs des crimes que vous établirez. Cela en lien avec la mens rea requise de l'article 30 du statut. L'existence ou non d'une attaque généralisée ou systématique résultant d'une politique d'État dépendra de votre évaluation de la preuve au dossier. Les actes commis contre les personnes civiles et ou personnes hors de combat suspectées de lien avec la rébellion à Moukjar et à Délègue ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une telle politique. En tous les cas, on ne peut assumer que l'accusé, lui, en avait connaissance. Il ne faisait pas partie de l'appareil organisationnel global de quelque manière que ce soit. Les représentants légaux des victimes nous rappellent au paragraphe 216 de leur mémoire en clôture qu'au début de l'année 2004, la population de Moukjar s'est multipliée par l'arrivée de populations massives fuyant des attaques. Cette population serait passée de 7 000 à 41 216 personnes. Ainsi, il y aurait eu plus de 30 000 nouveaux arrivants à Moukjar. Les preuves nous montrent que les opérations d'arrestation qui ont lieu en février 2004, au point de contrôle situé à la périphérie de la ville par les forces du gouvernement soudanais, étaient ciblées en temps, en lieu, en nombre, par rapport à l'afflux massif de population. Il s'agissait de chercher et d'arrêter des rebelles potentiels susceptibles de se cacher parmi la population arrivante. Le témoin P0547 a déclaré que les rebelles étaient habillés en civil. Les auteurs des arrestations ciblées et mises en détention subséquentes cherchaient au moyen des listes dressées par les comités de sécurité sur la base d'informations collectées par l'intelligence militaire des éléments rebelles dissimulés au sein de la population arrivante. Voir le paragraphe 468 de notre mémoire, notamment les témoins P0990, P0129, P0922 et P0769. Ce ne sont ni l'ensemble des fours, ni l'ensemble des hommes fours qui ont été visés et arrêtés à Moukjar et à Délègue. Ces éléments sont également déterminants en ce qui concerne le crime de persécution et l'intention discriminatoire. En son paragraphe 230, le procureur se fonde sur le témoignage de P0675 pour affirmer qu'à Moukjar, les hommes arrêtés n'avaient pas de marque de port d'armes sur leurs épaules et n'étaient donc pas des rebelles. Les témoins P0675 et P0990, effectivement, nous disent que les auteurs des arrestations cherchaient des hommes, notamment avec des marques de port d'armes. Voir notre mémoire en clôture, paragraphe 468. Et nous ne soutenons pas que cette méthode de ciblage était la seule. Aussi, au paragraphe 232 de son mémoire en clôture,
Le procureur soutient que le témoin P0931 a été ciblé parce que Four. Et pourtant, son témoignage nous montre qu'il s'était enregistré comme volontaire opposant voulant rejoindre la rébellion. Son ciblage ne semblait pas nécessairement ethnique, mais motivé par la recherche d'hommes susceptibles de soutenir militairement la rébellion. Voir les paragraphes donc 168, note de bas de page 384 et paragraphe 139 de notre mémoire en clôture. Le procureur affirme en outre que des femmes et des enfants ont été emmenés au bureau de la municipalité de Mughjar Locality Building, pour y être détenus lors de ces arrestations. Paragraphes 230 et 250 de son mémoire. Mais ces faits et ces circonstances au bureau de la municipalité de Mughjar ne sont nullement évoqués dans la décision de confirmation des charges de la chambre préliminaire 2. Nulle part, il n'est question de détention de femmes et d'enfants et de la présence de M. Abdelrahman en ce lieu dans les charges telles que confirmées. Nous soutenons que la Chambre n'en est pas saisie. En outre, au paragraphe 408 de son mémoire en clôture, le procureur soutient que des policiers Four avaient également été arrêtés et ciblés car suspects de soutenir la rébellion. M. Abdelrahman aurait arrêté et confisqué les armes des membres Four de la police. Il se base sur un seul élément de preuve, le témoin P0877. D'autres témoins Four policiers, P0992, P0976, censés venir corroborer ces dires, n'ont finalement pas comparu. Aucun autre témoin détenu ou autre témoin présent à la station de police de Mughjar, tels que P0913, P0905, P0984, P0931, n'ont évoqué la présence de personnes en uniforme policier ou membres Four des forces de sécurité arrêtées et détenues. Bon, en réalité, ce sont les membres des forces de sécurité, y compris ceux appartenant à la tribu Four, qui procédaient aux arrestations. Voir les paragraphes 468-480 de notre mémoire. Donc l'affirmation du procureur selon laquelle la conscription des hommes Four au sein de la police PPF leur offrait un caractère suspect est peu convaincante. Ce sont au contraire ceux qui refusaient de s'enrôler dans les forces gouvernementales de sécurité qui étaient suspectés. Si dans l'esprit des auteurs des arrestations et détentions, tous les hommes Four avaient été assimilés à des rebelles, les arrestations auraient été probablement en masse et auraient concerné en premier lieu les membres Four de la police PPF. Pour rappel, comme indiqué au paragraphe 375 et 309 de notre mémoire en clôture, Jafar Abdalakam, commissaire de Garcila, chef du comité de sécurité, était Four. 290 policiers Four ont rejoint les rangs de la police en février 2004. Paragraphe 445 de notre mémoire. Les témoins P0984 et P0913 ont témoigné que cet enrôlement reposait sur la peur d'être détenu en cas de refus. Si ceci peut aussi démontrer que seuls les Four qui refusaient de s'enrôler pouvaient être suspectés de soutien à la rébellion. Voir paragraphe 445 de notre mémoire, notamment le témoin P0913 sur la question. S'agissant de délègues, les preuves sur le déroulement des événements sont similaires. Elles nous montrent que des rebelles ou des personnes suspectées de soutenir la rébellion étaient la cible spécifique, car ils étaient sur des listes. Des points de contrôle ont été mis en place pour arrêter des personnes bien spécifiques, dont les noms et villes étaient sur des listes. Paragraphe 649, mémoire en clôture de la défense. Cette suspicion n'épargnait pas les Oumda et les Cheikhs, qui ont pu être arrêtés quand existaient des soupçons de leur soutien à la rébellion. Je vous renvoie au témoignage P083 de notre mémoire. Les décisions d'arrestation étaient notamment prises par le comité de sécurité de Garcila, présidé par Jafar Abdalakam. Il faut que je ralentisse, désolé. Le procureur donc soutient en outre que des jeunes garçons et personnes de plus de 60 ans ont également été ciblés. Le témoin P0907 est cité par le procureur dans son mémoire au soutien de cette allégation. Paragraphe 240, footnote 822. Mais celui-ci a également déclaré, ce même témoin, P09
07, dont on vous a parlé le premier jour de ces closings. Celui-ci a également déclaré « Les personnes âgées et les enfants n'ont pas été conduits au poste de police, ils les ont relâchés. Ils m'ont conduit, moi ainsi que mon frère. » Et il a rajouté « Lorsque nous avons été emmenés au poste de police et que nous y sommes arrivés, les enfants et les personnes âgées ont été libérés. » Je vous renvoie au compte-rendu d'audience, T084, la version française, page 32, pardon, T094, page 32, T096, version française, page 14. Le témoin P0651 avait 14-15 ans au moment des faits. Il vous a dit qu'il n'avait pas eu peur d'être arrêté car il détenait une carte montrant qu'il était collégien, qui le protégeait de toute arrestation parce qu'il n'était pas un adulte. Alors si certains témoins ont évoqué l'âge de personnes arrêtées appelées garçons, on doit garder à l'esprit qu'il est souvent difficile pour des témoins, après le nombre d'années passées, d'être en mesure d'évaluer l'âge des jeunes gens. Nous maintenons que la cible principale des arrestations n'était pas toute la population four masculine de ces localités et que la preuve contradictoire... Sorry. The interpreters are begging you. Oh, sorry. Les interprètes vous supplient de ralentir. Que la cible principale des arrestations n'était pas toute la population fur masculine de ces localités. Que la preuve contradictoire et peu fiable ne permet pas de déterminer qu'Ali Kouchaïb ait participé aux arrestations et mis en détention à la station de police de Délègue le 5 mars 2004. Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes, je peux continuer? Oui. Alors j'en viens au crime de persécution, lequel requiert une intention discriminatoire spécifique. Celui-ci englobe une série d'actes commis contre la population civile lorsque ceux-ci sont commis avec une intention discriminatoire spécifique des auteurs des crimes. L'auteur doit avoir ciblé une personne en raison de son appartenance à un groupe, une identité. Et ce ciblage doit être fondé sur des motifs énumérés, en l'occurrence dans cette affaire les motifs politiques, ethniques et celui du genre pour Moujar et Délègue. La sévérité extrême des crimes ne démontre pas per se une intention discriminatoire spécifique. Le procureur soutient que les hommes fours de ces localités étaient perçus comme des supporters ou associés à des groupes armés rebelles, paragraphe 229 de son mémoire. Cette perception ne donne pas nécessairement un caractère discriminatoire politique à toute exaction. Il faut des preuves de l'intention spécifique du point de vue de l'auteur du crime, d'avoir commis son acte pour ce motif. Paragraphe 666 du mémoire en clôture de la défense. Le crime de persécution qui serait commis sur un groupe d'hommes fours ou assimilés à cette tribu, fondé sur le motif du genre, n'a pas de fondement dans cette affaire. Là encore, il faut des preuves de cette intention spécifique, prouver que les auteurs étaient animés de cette discrimination de genre en raison de la théorie du rôle social présumé attendu de tout homme four perçu comme ennemi en temps de guerre en 2003 et 2004 au Soudan. Si des femmes avaient été combattantes, ennemies dans cette guerre, il ne fait guère de doute qu'elles auraient été listées, arrêtées et détenues, car perçues comme rebelles par les auteurs de ces arrestations. Le témoin P20, cité au paragraphe 239 du mémoire de la défense, expose, lui, les formes de participation à la rébellion. Et surtout, aucune preuve d'actes discriminatoires, de violences sexuelles, d'humiliation, de mauvais traitements de quelque nature que ce soit, en raison du genre, ne ressort du dossier. Cet artifice ne tenant pas, le procureur a alors construit sa charge sur d'autres motifs discriminatoires, avec une intersectionnalité de motifs liés aux motifs politiques et ethniques. L'allégation de discrimination sur la base du genre dans ce cas d'espèce ne correspond nullement à la réalité des faits dans le contexte de la société soudanaise en 2003 et 2004.
Et j'en ai fini avec ma représentation sur ces éléments constituels et la persécution. Je m'excuse du débit, de la vitesse. Et voilà. Et je vous en remercie. I don't know what it is, but French is just that much faster than English. La juge présidente, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que le français est beaucoup plus rapide que l'anglais. Maître Edwards, il nous reste environ 5 minutes. La juge présidente, est-ce que vous pensez faire quelque chose en 5 minutes? Maître Edwards, si vous m'y autorisez, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai l'intention de faire. Donc, toutes les minutes sont importantes, je voudrais bien en profiter. La juge présidente, vous savez, si vous prenez la parole maintenant, cela n'a pas d'impact sur le temps qui vous est attribué. Maître Edwards, je m'en remets à vous. La juge présidente, non, je voulais vous poser une question d'abord. Nous vous avons autorisé, ou nous avons autorisé votre client à faire une déclaration non assermentée à la fin de vos plaidoiries en titre de l'article 57.1. Il ne s'agit pas d'une déposition. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? D'après les sources et les références, il ne s'agit pas d'une déposition ou d'un témoignage. Maître Lauchi, je sais que vous allez prendre la parole demain matin et je sais que la juge Valpili doit nous quitter maintenant. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment on doit traiter sa déclaration. Monsieur Abdelrahman souhaite prendre la parole à la fin de son procès et nous relayons ce souhait de sa part. Mais bien évidemment, ça n'est pas de la preuve. That really is not very helpful. La présidente, cela ne nous éclaire pas vraiment. Give me more help tomorrow morning. Est-ce que vous pourriez peut-être avoir une réponse plus utile demain matin? Yes, very well. We'll adjourn then, please. Très bien, nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à 9h30. Monsieur Nichols. Non, pardon. Pardon, Monsieur Nichols. Monsieur Nichols, très très brièvement, Madame la Présidente, et désolé de vous ralentir un peu. Est-ce que dans les questions, il y a un aspect sur lequel vous souhaiteriez que nous insistions? Nous avons répondu à 8 de vos questions s'agissant de l'accusation. Est-ce qu'il y avait une autre question qui mériterait peut-être une attention particulière? Nous avons essayé de couvrir 1, 2, 3, 5, 6, 18, 14, 20 et 23. Est-ce que vous avez d'autres instructions à nous donner? Comme l'a dit Maître Edwards, nous serions disposés à répondre à ces questions bien précises. La juge présidente, est-ce que vous avez répondu à la question numéro 13? Monsieur Nichols, non. La juge présidente, ce serait peut-être une des questions. La question numéro 15. Bon, 26 et 28. Monsieur Nichols, très bien. Nous allons essayer d'être prêts demain, mais nous allons nous pencher sur ces questions. La juge présidente, j'aurai d'autres questions. Désolé, je m'excuse auprès de ma collègue. Je m'adresse à la défense maintenant. Si vous n'évoquez pas ou n'invoquez pas l'argument relatif à la contrainte, comme l'a dit M. Nichols, je suppose que vous n'allez pas invoquer l'argument de la contrainte. Très bien. Alors, dans ce cas-là, quelle est la pertinence de ce qui est contenu dans votre mémoire en clôture en son paragraphe 261, s'agissant de la peine capitale ou le fait de désobéir à des ordres? Quelle est la pertinence de cet argument si ce n'est le lien avec la contrainte? Et deuxièmement, et là je m'adresse à l'accusation, est-ce que vous avez présenté des éléments de preuve concernant les blessures éventuelles qu'aurait subies M. Abdelrahman en attaque survenue en 2013? M. Nichols, oui. Sous forme d'article, la juge présidente, mais les articles ne précisent pas dans quelle partie de son corps il a été blessé. Monsieur Nichols, oui, les articles parlent de cela de façon générale. La juge présidente, eh bien, je vous invite à nous rappeler cela, s'il vous plaît. Donc, nous allons lever l'audience et reprendre demain matin à 9h30. All rise. Vous levez.